C'est la chronique C'est bon pour la santé. C'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous allez poursuivre ce matin votre enquête au pays des antivax, titre de l'ouvrage du docteur d'ailleurs Olivier Jourdain, publié chez Plomb et dont vous avez commencé à nous parler hier. Après avoir évoqué donc l'historique des antivax, vous souhaitiez nous expliquer comment nous pouvons nous y opposer, la vaccination représentant pour la plupart des scientifiques l'élément essentiel pour sortir bien sûr de ce sinistre épisode épidémique. En effet, Ilana, nous avons vu hier que le mouvement des antivax était protéiforme, qu'il avait commencé au XVIIIe siècle avec des motivations principalement religieuses, morales, politiques, corporatistes, sociétales. Les scientifiques ne lui ont pas accordé suffisamment d'attention, jugeant que cette attitude polémiste ne relevait pas ou qu'elle sortait de leur champ de compétences et qu'une argumentation rationnelle suffirait. Ils se sont aperçus trop tard que ça n'était pas du tout le cas et qu'il fallait absolument en tenir compte. Ils s'y mettent doucement. Et avec quelle cible prioritaire ? Pas les opposants militants, mais les hésitants, bien sûr, estimés à 40% de la population, surtout représentés chez les 24-35 ans, et les atteindre par l'intermédiaire du médecin de famille qui constitue dans toutes les enquêtes la source d'information la plus crédible, beaucoup plus que les ARS, l'industrie pharmaceutique et évidemment les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on sent aussi des hésitations chez les professionnels de santé eux-mêmes. Les professionnels de santé formellement opposés à la vaccination sont exceptionnels. Par contre, certains, vous avez raison, sont hésitants. L'acceptation de la vaccination est de 90% chez les médecins, 65% chez les sages-femmes, 47% chez les infirmiers, 28% chez les aides-soignantes. La perception de la maladie est déterminante. Les médecins les plus jeunes n'ont pas l'expérience de la diphtérie, du tétanos, de la polio, dont ils ne mesurent donc pas les risques, comme les plus anciens comme moi, qui les ont connus ou côtoyés dans leur pratique. Quoi qu'il en soit, il leur faudra être vaccinés le 15 septembre. La décision vient d'être prise. Oui, ça c'est très important ce que vous dites Serge. Quelles sont les pratiques alors des antivax ? Alors le recours à des pubs mensongères comme celle d'Andrew Wakefield, chirurgien digestif, qui avait décrit un lien jamais confirmé ensuite entre l'autisme et la vaccination anti-ROR, rougeole, auréole, orion, rubéole. Une toxicité imputée à tort au vaccin. Vous vous souvenez des polémiques entre le vaccin de l'hépatite B et d'éventuelles scléroses en plaques et le cancer du col de l'utérus qui pourrait être déclenché par la vaccination contre les HPV. Ou les excipients, la polémique autour de l'alu contenu dans les vaccins et qui pourrait déclencher une maladie d'Alzheimer. Des photomontages avec des légendes alarmistes ou dramatisées, je suis décédé d'un vaccin hexavalent, de fausses études publiées dans des revues complices, et j'en passe. C'est souvent un discours pseudo-scientifique indiscutable sous couvert d'études scientifiques, ou l'inverse. Et avec une grosse présence, donc vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux. Évidemment, ils s'y sont engouffrés et ont prospéré. Ils ne sont pas si nombreux qu'on l'imagine, mais très actifs et très connectés aux indécis, repérés par leurs algorithmes, qu'ils matraquent des infos que nous venons de voir, et parfois d'autres plus politisées ou plus farfelues encore. Le vaccin contient ou injecte une puce électronique et la 5G. Ils envoient massivement des trolls polémiques et agressifs, parfois parodiques, pour rendre leur message plus attractif. Et ils évoquent volontiers un complot bioterroriste, virus sorti du laboratoire P4 de Wuhan, immunité juridique accordée au labo, brevet déposé avant l'apparition du virus, investissements importants inédits, participation de la fondation Bill Gates, là aussi, j'en passe. Les réseaux sociaux sont pour Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, cité par le docteur Jourdain, une vaste polyphonie de l'insignifiance. Et sans parler de tous ceux également qui ont comparé le pass sanitaire à l'étoile jaune, ce qui a beaucoup indigné dans les rangs politiques. Alors vous parlez d'insignifiance, il faut quand même y répondre. Serge, que peut-on faire pour éviter ces intox ? Contrôler la désinformation sans la négliger, révéler la tromperie dès qu'elle apparaît, démontrer l'absurdité de certaines thèses, faire preuve d'une rigueur scientifique sans concession. Simplifier l'accès à la vaccination pour les patients et au vaccin pour nous, médecins de ville, et mieux communiquer. Mais là, il faut remettre en cause les modèles utilisés jusqu'à présent et rajouter de l'émotion, comme par exemple la séquence de la grand-mère qui fête son anniversaire avec sa famille et qu'on aperçoit ensuite intubée sur un lit d'hôpital. Je ne parle même pas de réguler les réseaux sociaux, vœu malheureusement totalement pieux. TikTok envisage d'ouvrir sur Internet
un centre d'information sur les vaccins. C'est quand même super inquiétant. Alors en conclusion, Serge. La lutte contre les antivax est un combat indispensable puisque l'hésitation vaccinale constitue pour l'OMS une des 10 grandes menaces pour la santé et que celle-ci est bien présente chez nous malgré le million de rendez-vous pris après l'allocution du président de la République. Tâchons déjà de convaincre les 20% de personnes à risque qui ne sont pas encore vaccinées et qui risquent de se retrouver en réa à la rentrée avec la 4e vague. Et ce sont des conseils bien utiles sur Radio J. Merci beaucoup Serge Rafal pour toutes ces informations, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr. Et Serge, bien sûr, on vous retrouve tous les matins et dès demain sur Radio J.